Quand ma belle-fille a dit « c'est ridicule, vous ne faites que gêner », et que mon fils a détourné le regard en me demandant de quitter la table dans ma propre maison, quelque chose s'est brisé en moi. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas une blessure immédiate. C'était une lucidité glaciale, cristalline, qui m'a fait comprendre que cet instant définirait le reste de ma vie. Parce qu'à ce moment précis, à mes 87 ans, moi, Henri-Louis Montreval, j'ai découvert qu'il me restait un dernier combat à mener. Et celui-là, je ne le perdrai pas. Je m'appelle Henri-Louis Montreval, 87 printemps au compteur, veuf depuis 6 ans, ancien chef de cuisine reconnu dans toute la Touraine. Ma maison, cette belle demeure bourgeoise du Vieux-Tour avec ses pierres de tuffeau et son jardin donnant sur la Loire, je l'ai achetée en 1973 avec l'argent que j'avais économisé sou par sou en travaillant 16 heures par jour. Marguerite, mon épouse, est partie en 2019, emportant avec elle la lumière de cette maison. Depuis, je vis ici avec mon fils unique Étienne et sa femme Marianne. Enfin, « avec » est un bien grand mot. Je dirais plutôt que je survis sous leur toit, sous mon propre toit en réalité. Ce dimanche de Pâques 2025, je m'étais levé à l'aube comme à mon habitude. Les vieilles habitudes ne meurent jamais vraiment. À 5 heures du matin, j'étais déjà dans la cuisine, cette pièce immense, avec ses casseroles en cuivre suspendues au plafond, ces plans de travail en marbre de Carrare que Marguerite avait tant désiré. J'avais décidé de préparer un gigot d'agneau de 7 heures, comme je le faisais autrefois pour les fêtes familiales. L'agneau venait de la ferme du Bois, à Saint-Avertin, ces éleveurs que je connais depuis 40 ans. Je l'avais acheté avec mes propres deniers, en liquide, les 80 € que je garde toujours dans une enveloppe au fond de mon portefeuille. Je me souviens de chaque geste ce matin-là, piquer l'agneau d'éclats d'ail frais et de brins de romarin du jardin, préparer la marinade avec du vin blanc de Vouvray, celui que le petit-fils de mon ancien fournisseur me livre encore discrètement. Éplucher les pommes de terre nouvelles, ces grenailles que j'aime tant, celles qui fondent dans la bouche. Préparer les haricots verts du potager, ceux que je cultive moi-même dans le carré que Marianne voulait transformer en terrasse d'allée. Chaque mouvement était une prière silencieuse, un dialogue avec les fantômes de mes souvenirs. Marguerite qui me taquinait sur ma manie de goûter 3 fois la sauce. Les Pâques d'autrefois, quand Étienne était petit et qu'il me regardait cuisiner avec des étoiles dans les yeux. Le fumet qui se répandait dans la maison était magnifique. Cette odeur d'agneau confit, d'herbes aromatiques, de beurre doré. À 10 heures, Marianne est descendue en peignoir, les cheveux en bataille, son téléphone à la main comme une extension de son bras. Elle a froncé le nez. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? On dirait une cantine d'hospice. Je n'ai rien répondu. J'ai continué à surveiller ma cuisson, à arroser délicatement mon gigot. Elle a soupiré bruyamment, s'est servi un café et est remontée en marmonnant quelque chose sur les vieux qui se croient encore utiles. Étienne est apparu vers 11 heures, en survêtement, les yeux gonflés de sommeil. Il travaille dans l'informatique, développeur web freelance, ce qui signifie concrètement qu'il passe ses journées devant 3 écrans dans l'ancien bureau de sa mère, celui avec vue sur le jardin. « Bonjour papa, tu aurais pu me demander avant de faire tout ça. » Demander la permission de cuisiner dans ma propre cuisine. Voilà où nous en étions. « C'est Pâques, mon garçon. Je voulais faire plaisir. » Il a hoché la tête sans conviction et s'est éclipsé. À 13 heures, j'ai dressé la table de la salle à manger. La nappe en lin brodé que Marguerite avait reçue de sa grand-mère, les assiettes en porcelaine de Limoges, celles de notre service de mariage, les verres en cristal de Baccarat, héritage de mes parents. J'avais même sorti les couverts en argent massif, ceux que nous ne sortions que pour les grandes occasions. Je voulais que ce soit beau, digne, comme avant, comme quand Marguerite était là et que cette maison résonnait encore de rires et de conversations. J'ai apporté le gigot sur un plateau, accompagné de tous ces légumes dorés au beurre clarifié. La viande se détachait à la cuillère, exactement comme elle le devait après 7 heures de cuisson lente. Les grenailles étaient croustillantes à l'extérieur, fondantes à l'intérieur. Les haricots verts brillaient sous leur persillade. C'était un plat parfait.
techniquement irréprochable. Le genre de plat qui m'avait valu mes étoiles au guide Michelin il y a 30 ans, quand je dirigeais encore le restaurant Le Faisan Doré, sur la place Plumereau. Marianne s'est assise en soupirant, consultant toujours son téléphone. 38 ans, ancienne attachée de presse dans une boîte de communication à Paris, aujourd'hui en reconversion professionnelle permanente, ce qui veut dire qu'elle ne travaille plus depuis 2 ans. Elle portait une robe griffée, probablement achetée avec l'argent du conjoint qu'elle partage avec mon fils. Étienne s'est installé en face d'elle, évitant mon regard comme il le fait depuis des mois maintenant. J'ai servi avec soin, disposant dans chaque assiette une belle tranche d'agneau rosé, quelques grenailles, une portion de haricots. Marianne a piqué du bout de sa fourchette, a porté un morceau à sa bouche. J'attendais, ce moment fragile où le cuisinier attend le verdict, même à 87 ans, même après une vie entière de fourneau. Elle a mâché lentement, puis elle a éclaté de rire. Pas un petit rire poli, un rire moqueur, presque méprisant. Mais c'est ridicule. C'est quoi ce truc? L'agneau est trop cuit, les pommes de terre baignent dans le gras. Franchement, Henri-Louis, vous ne faites que gêner dans cette cuisine. Vous n'êtes plus d'âge à jouer au grand chef. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai cherché le regard de mon fils. Étienne fixait son assiette comme si elle contenait la réponse à toutes les questions de l'univers. Ses mâchoires se sont contractées. J'ai vu qu'il allait parler. Et pendant une fraction de seconde, j'ai espéré qu'il me défendrait, qu'il dirait à sa femme qu'elle dépassait les bornes, que c'était ma maison, mon agneau, mon dimanche de Pâques. Au lieu de cela, il a murmuré, sans me regarder, « Papa, peut-être que ce serait mieux si tu allais te reposer dans ta chambre. On finira le repas entre nous. » Me chasser, de ma propre table, dans ma propre maison. Le jour de Pâques. Je me suis levé avec une lenteur calculée. J'ai replié ma serviette, celle brodée à mes initiales HLM. J'ai repoussé ma chaise sans bruit. J'ai pris mon assiette, celle que je venais de remplir avec tant de soin, et je l'ai emportée vers la cuisine. Derrière moi, j'ai entendu Marianne ricaner. Enfin, un peu de tranquillité. Je ne comprends pas pourquoi il s'obstine à jouer au cuisinier. À son âge, il devrait être en maison de retraite, pas dans nos pattes. Nos pattes, dans ma maison. Celle que j'ai payée 450 000 francs en 1973, soit environ 170 000 € actuels, mais qui en vaut aujourd'hui près de 850 000, selon la dernière estimation du notaire. Cette maison de 400 mètres carrés, avec son jardin de 1000 mètres carrés, en plein centre de Tours. Je suis monté dans ma chambre, à l'étage, la plus petite, celle qui donnait autrefois sur la cour intérieure. Étienne et Marianne occupent la suite parentale avec dressing et salle de bain attenante, celle que Marguerite et moi avions aménagée avec tant d'amour. Je me suis assis sur mon lit étroit, mon assiette d'agneau devenue froide sur mes genoux, et j'ai mangé seul. L'agneau était parfait, 7 heures de cuisson exactement comme il fallait. La viande fondait, les épices étaient équilibrées, les légumes sublimés. Marianne n'y connaissait rien. Mais ce n'était pas le problème. Le problème, c'est que je venais de comprendre quelque chose de fondamental. Je n'étais plus qu'un fantôme dans ma propre vie. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé là. Comment un homme qui a construit sa vie, pierre par pierre, qui a travaillé comme un forcené pendant 60 ans, qui a élevé son fils dans l'amour et le respect, en est venu à être chassé de sa propre table le jour de Pâques. Parce que cette histoire ne commence pas ce dimanche fatidique. Elle commence bien avant, des années avant, des décennies, peut-être. Je suis né en 1938, dans une famille modeste de Tours. Mon père était ouvrier aux manufactures de tabac, ma mère femme de ménage, chez les bourgeois du quartier Saint-Gatien. Nous vivions dans un petit appartement de 2 pièces, rue Colbert, au-dessus d'une épicerie qui sentait toujours le café torréfié et les haricots secs. J'étais l'aîné de 4 enfants. L'argent était rare, compté, économisé centime par centime. Mais nous mangions tous les jours, et surtout nous mangions bien. Ma mère, Odette, avait ce don incroyable de transformer 3 fois rien en festin. Une carcasse de poulet devenait un bouillon doré et nourrissant.
Des légumes un peu fatigués du marché se métamorphosaient en ratatouille parfumée. Le pain rassis se réincarnait en pain perdu caramélisé qui nous faisait saliver. C'est elle qui m'a transmis cet amour de la cuisine. Pas la cuisine des grands restaurants, pas encore, mais la cuisine du cœur, celle qui nourrit l'âme autant que le corps. À 14 ans, en 1952, j'ai quitté l'école. Mon père venait de perdre son emploi. Les manufactures fermaient les unes après les autres. Il fallait que je rapporte de l'argent à la maison. Je me suis présenté dans tous les restaurants de Tours, cherchant une place de commis, de plongeur, n'importe quoi. C'est monsieur Gauthier, propriétaire du restaurant L'Escargot d'Or sur la place Plumereau, qui m'a donné ma chance. « Tu es bien maigre, petit, mais tu as l'air volontaire. On verra ce que tu vaux. » J'ai commencé à éplucher des légumes, laver de la vaisselle, porter des caisses, 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pour 8000 francs anciens par mois, soit environ 60 € actuels. Une misère, mais j'étais au paradis. Parce qu'entre deux corvées, je regardais, j'observais, j'apprenais. Le chef de cuisine, Émile Rousseau, était un homme bourru, exigeant, perfectionniste jusqu'à la maniaquerie. Mais c'était un génie. Ses sauces étaient des poèmes liquides, ses viandes, fondantes à pleurer, ses desserts, des œuvres d'art comestibles. Il m'a pris sous son aile, sans vraiment me le dire. Il me laissait goûter, corriger mon palais. Il m'expliquait pourquoi telle cuisson plutôt que telle autre. Pourquoi ce vin dans la sauce et pas un autre? Henri Louis, la cuisine, c'est de la chimie et de l'amour. Si tu n'as pas les deux, tu n'auras rien. Pendant 7 ans, j'ai travaillé à l'Escargot d'Or, 7 ans à grimper les échelons. Commis, aide-cuisinier, cuisinier, puis second de cuisine. Je dormais dans une chambre de bonne au 6e étage, sans ascenseur, rue Bretonneau. 6 mètres carrés, un lit, une chaise, un évier. L'hiver, je voyais mon souffle se condenser. L'été, la chaleur était suffocante. Mais je m'en fichais. J'étais jeune, j'étais libre, et j'apprenais le plus beau métier du monde. C'est en 1959, à 21 ans, que j'ai rencontré Marguerite. Elle travaillait comme serveuse au restaurant. 19 ans, des yeux noisettes pétillants d'intelligence, un sourire qui illuminait la salle. Elle venait de la campagne tourangelle, de Montlouis-sur-Loire, fille de vigneron. Elle avait cette fraîcheur, cette authenticité que les filles de la ville avaient déjà perdue. Le coup de foudre n'existe que dans les romans, disait ma mère. Elle avait tort. Dès le premier jour où Marguerite est entrée dans la cuisine pour transmettre une commande, quelque chose s'est déclenché en moi. Sa façon de rire avec les clients, sa manière de porter les plats avec grâce. Son professionnalisme mêlé de chaleur humaine. Il m'a fallu 3 mois pour oser lui parler autrement que pour le service. Un soir de juin, après la fermeture, alors qu'elle comptait ses pourboires à une table, je me suis approché, le cœur battant comme un tambour. « Marguerite, j'aimerais vous inviter à prendre un verre, si vous voulez, quand vous aurez le temps, sans obligation. » Elle m'a regardé avec ce sourire en coin qui allait devenir ma boussole pour les 60 années suivantes. « Un verre ? Avec vous, Henri Louis, le monsieur qui rougit chaque fois que je rentre en cuisine ?» J'ai dû virer écarlate, effectivement. Elle a éclaté de rire, pas méchamment, avec tendresse. « D'accord, dimanche après-midi, si vous êtes libre. » Nous nous sommes mariés en 1961, à la mairie de Montlouis, puis à l'église Sainte-Radegonde de Tours. Une cérémonie modeste, 40 invités, un repas préparé par mes soins et ceux de mon mentor Émile. Marguerite portait une robe simple en dentelle blanche, achetée d'occasion et retouchée par sa mère. Elle était la plus belle femme que j'avais jamais vue. Notre voyage de noces ? 2 jours à Amboise, dans une petite auberge que nous connaissions. Nous n'avions pas d'argent pour plus, mais nous avions l'essentiel. L'amour, l'espoir et des projets plein la tête. Pendant les premières années de notre mariage, nous avons vécu dans un 2 pièces rue Nationale, au-dessus d'une quincaillerie. Marguerite a continué à travailler au restaurant jusqu'en 1964, puis elle est tombée enceinte. Les médecins lui ont ordonné le repos. Nous avons survécu avec mon seul salaire qui avait augmenté. J'étais devenu chef de cuisine adjoint, 1200 francs par mois, soit environ 450 € actuels. Juste assez pour vivre décemment.
pas assez pour économiser. Étienne est né le 12 mars 1965, un vendredi matin pluvieux. 7 heures de travail, 3,2 kg, des poumons qui fonctionnaient à merveille, si j'en crois ses cris. Je me souviens de ce moment où l'infirmière me l'a mis dans les bras, ce petit être rouge et fripé qui était mon fils, mon héritier, mon futur. J'ai pleuré comme un gosse. Marguerite était épuisée, mais radieuse. Il a tes yeux, Henri Louis, et mon caractère, j'espère. Les années qui ont suivi ont été difficiles mais heureuses. Marguerite s'occupait d'Étienne à plein temps. Moi, je travaillais comme un damné. En 1967, Émile Rousseau a pris sa retraite. J'ai postulé pour le poste de chef de cuisine. Contre toute attente, M. Gauthier m'a choisi. À 29 ans, j'étais chef d'un restaurant étoilé au guide Michelin. La pression était immense. Maintenir l'étoile, innover sans trahir l'héritage d'Émile, former une équipe, gérer les fournisseurs, les stocks, les coûts. Je rentrais rarement avant minuit, repartais à 6 heures du matin. Étienne grandissait sans vraiment me connaître. C'est Marguerite qui lui donnait le bain, qui lui racontait les histoires, qui soignait ses bobos, mais chaque centime que je gagnais, je le mettais de côté, dans une boîte à chaussures, d'abord, puis sur un livret d'épargne à la caisse d'épargne de Tours. Mon objectif était clair, un jour avoir mon propre restaurant, être mon propre patron, construire quelque chose de durable pour ma famille. En 1973, l'opportunité s'est présentée. Un local se libérait place Plumereau, en plein cœur du vieux Tours. 120 mètres carrés, cuisine professionnelle équipée, salle pour 50 couverts. Le propriétaire en demandait 180 000 francs, soit environ 68 000 € actuels. J'avais économisé 95 000 francs en 6 ans. La banque m'a prêté le reste après avoir étudié mon projet. Le Faisan Doré a ouvert ses portes en septembre 1973. Marguerite avait insisté pour le nom, en référence au faisan que chassait son père dans les bois de Montlouis. L'inauguration a été modeste. Quelques amis, des collègues, la famille. Étienne, 8 ans, courait partout en costume trop grand, fier comme Artaban de dire « Mon papa a un restaurant ». Les débuts ont été rudes. La concurrence était féroce à Tours. Il fallait se faire un nom, fidéliser une clientèle, obtenir des critiques favorables. Je travaillais 18 heures par jour, 7 jours sur 7. Marguerite gérait la salle, les réservations, la comptabilité. Nous dormions 4 ou 5 heures par nuit. Mais peu à peu, le bouche à oreille a fonctionné. Ma spécialité, les plats traditionnels tourangeaux, revisités avec une touche moderne, séduisait. Mon riz de veau aux morilles est devenu célèbre dans toute la région. Ma poularde en vessie aux truffes faisait venir des clients de Paris. Mon entremets aux poires bellangevines terminait les repas dans un soupir de bonheur. En 1976, un inspecteur du guide Michelin est venu. Incognito, évidemment. Il a commandé le menu dégustation, 7 plats, accords mets et vins. Je me suis surpassé ce soir-là, sans même savoir que mon avenir se jouait. 2 mois plus tard, la nouvelle est tombée. Le Faisan Doré recevait sa première étoile. J'avais 38 ans. J'ai pleuré en lisant la lettre. Marguerite aussi. Étienne, 11 ans, ne comprenait pas vraiment l'ampleur de la chose, mais il voyait nos larmes de joie, et il riait avec nous. Cette étoile a changé notre vie. Les réservations ont explosé. Les prix ont augmenté. Les revenus aussi. En 2 ans, j'ai remboursé intégralement l'emprunt bancaire. J'ai pu embaucher plus de personnel, investir dans du matériel de meilleure qualité, acheter directement aux meilleurs producteurs. Et surtout, en 1978, j'ai pu acheter cette maison, celle où je vis encore aujourd'hui, celle d'où mon fils voulait m'expulser. C'était une demeure bourgeoise du 19e siècle, propriété d'un médecin à la retraite qui partait vivre dans le Midi. 400 mètres carrés habitables, 6 chambres, 3 salles de bain, un immense salon avec cheminée en marbre, une salle à manger pouvant accueillir 20 personnes, une cuisine de rêve. Et ce jardin, 1000 mètres carrés de verdure dominant la Loire, avec des tilleuls centenaires, un vieux puits, une serre en fer forgé. Le prix, 450 000 francs, soit environ 170 000 € actuels.
une fortune. Mais j'avais économisé. Et surtout, j'avais confiance en l'avenir. Marguerite est tombée amoureuse de cette maison dès la première visite. Elle courait d'une pièce à l'autre comme une enfant, imaginant déjà la décoration, les aménagements, les réceptions que nous pourrions organiser. Étienne, 13 ans, était fasciné par le jardin, déjà en train de planifier où il construirait sa cabane. « On la prend, Henri-Louis » m'a demandé Marguerite, les yeux brillants. « On la prend, ma chérie. » Nous avons emménagé en juin 1978. Ce furent les plus belles années de notre vie. Le restaurant tournait à plein régime, la maison était notre havre de paix. Étienne grandissait bien. Il était bon élève, travailleur, respectueux, un peu timide peut-être, un peu trop dans sa bulle, mais gentil, fondamentalement gentil. Les dimanches, notre seul jour de fermeture, nous organisions des déjeuners familiaux. Les parents de Marguerite venaient de Montlouis. Ma mère, veuve depuis peu, venait avec mes frères et sœurs. Nous étions parfois 15, 20 autour de la grande table. Je cuisinais pour le plaisir, pas pour la critique. Des plats simples, généreux, qui sentaient bon l'enfance et le terroir. Étienne aidait en cuisine, maladroitement mais avec enthousiasme. Il voulait être chef cuisinier comme papa. Il me posait 1000 questions sur les techniques, les ingrédients, les combinaisons. Je lui apprenais patiemment, heureux de transmettre mon savoir. « Papa, pourquoi tu mets du vin blanc dans la sauce et pas du rouge ?»« Parce que le blanc ne masque pas le goût délicat du poisson, mon garçon. Le rouge serait trop puissant, il écraserait tout. » Il hochait la tête gravement, comme si je venais de lui révéler un secret d'État. En 1983, nouveau coup de tonnerre, le Faisan Doré décrochait sa 2e étoile Michelin. 2 étoiles, une consécration. J'étais au sommet de mon art, reconnu par mes pairs, respecté par la profession. Les grands chefs venaient dîner chez moi, Paul Bocuse, les frères Trois-Gros, Michel Guérard, des ministres, des artistes, des industriels réservaient des mois à l'avance. Les revenus suivaient. Entre le restaurant et les investissements que je commençais à faire sur les conseils avisés de Maître Beaumont, mon notaire devenu ami, le patrimoine se constituait. Mais nous restions simples. Marguerite conduisait une Peugeot 305 d'occasion. Je portais les mêmes costumes depuis 10 ans. Nous partions en vacances à Oléron, dans un camping municipal. « À quoi bon l'argent si c'est pour perdre son âme ?» disait Marguerite. Elle avait raison, comme toujours. Étienne a grandi dans cet environnement d'excellence et d'humilité. Il a fait de brillantes études au lycée Descartes, obtenu son bac avec mention, intégré une classe préparatoire scientifique. Puis une école d'ingénieurs à Lyon, l'INSA. Nous étions si fiers. Il revenait à Tours pour les vacances, nous racontait ses projets, ses ambitions. Il voulait travailler dans l'informatique, un domaine d'avenir, disait-il. Plus de cuisine, finalement. La passion de ses 13 ans s'était éteinte. J'en ai été un peu déçu, je l'avoue, mais un père doit respecter les choix de son fils. En 1998, à 60 ans, j'ai pris une décision difficile. Vendre le Faisan Doré. J'avais donné 38 ans de ma vie à ce restaurant. 38 ans de passion, de sueur, de sacrifice. Mais mon corps commençait à fatiguer. Les stations debout de 15 heures me brisaient le dos. La chaleur des fourneaux m'épuisait. Et surtout, je voulais profiter de Marguerite, de notre maison, de notre jardin avant qu'il ne soit trop tard. Un groupe hôtelier parisien m'a fait une offre généreuse, 2,3 millions de francs, soit environ 350 000 €. J'ai accepté, à condition qu'ils gardent le nom, l'esprit et surtout mon équipe. Ils ont tout promis. Ils n'ont tenu aucune de leurs promesses. 2 ans plus tard, le Faisan Doré fermait, transformé en bar à tapas branchés. Mon héritage culinaire était balayé. Ça m'a brisé le cœur. Mais j'avais l'argent de la vente. Maître Beaumont m'a conseillé une partie en assurance vie, une partie en placement diversifié, une partie pour acheter 2 appartements dans le centre historique de Tours, rue du Commerce. Des biens qui prendraient de la valeur et me généreraient des revenus locatifs. En parallèle, ma pension de retraite de chef d'entreprise s'est révélée confortable, 2 850 € net par mois. Ajouté aux 1 400 € de loyer, nous vivions avec 4 250 € mensuels.
largement suffisant pour 2 personnes aux besoins modestes. Marguerite et moi avons vécu 15 années de bonheur tranquille. Nous jardinions ensemble. Je cuisinais pour le plaisir, testant de nouvelles recettes, invitant des amis. Nous voyagions un peu, la Toscane, l'Andalousie, la Provence. Rien d'extravagant, mais des moments précieux, gravés dans ma mémoire comme des diamants. Étienne venait nous voir régulièrement, tous les 15 jours environ. Il travaillait comme développeur web en freelance, vivait à Tours dans un appartement moderne du quartier des Deux Lions. Il semblait heureux, épanoui, indépendant. Il nous parlait de ses clients, de ses projets, de sa vie de célibataire endurci. « Je ne trouve pas la bonne, papa. Elles sont toutes trop matérialistes, trop superficielles. » Je souriais. « Tu trouveras, mon garçon. Le jour où tu ne chercheras plus, elle apparaîtra. » Et elle est apparue, effectivement. En 2017, Marianne Lescure, 35 ans, attachée de presse dans une agence de communication parisienne. Ils se sont rencontrés lors d'un salon professionnel à Paris. Étienne y participait pour présenter ses services de développement web. Le coup de foudre, selon Étienne. 6 mois plus tard, en décembre 2017, ils se mariaient. Une cérémonie rapide à la mairie de Tours, pas d'église, pas de grande réception. On veut quelque chose d'intime, avait expliqué Marianne avec un sourire que j'avais trouvé un peu forcé. 20 invités, un cocktail dans un salon privé d'un hôtel du centre-ville. 2 heures de célébration expédiées. Marguerite m'avait glissé à l'oreille. « Cette fille ne me revient pas, Henri-Louis. Elle regarde notre maison comme un promoteur regarde un terrain à bâtir. » Voyons, ma chérie, ne sois pas si dure. Étienne l'aime, c'est l'essentiel. L'amour rend aveugle, et ton fils a toujours été un peu naïf. Marguerite avait raison, comme toujours. Les premiers mois, Marianne a joué le jeu. Souriante, prévenante, intéressée par nos vies. Elle posait beaucoup de questions. Sur le restaurant, sur mes années de gloire, sur la maison. Toujours la maison. Sa valeur, son entretien, sa superficie. Cette demeure est magnifique, Henri-Louis. Ça doit valoir une fortune aujourd'hui, non? Avec le marché immobilier qui flambe, je restais évasif. C'est notre maison, Marianne, pas un investissement. Puis, Marguerite est tombée malade. Mars 2018. Cancer du pancréas diagnostiqué à un stade avancé. Stade 4. Les médecins ont été honnêtes. 6 mois à 1 an d'espérance de vie. Chimiothérapie palliative, soins de confort, préparation à l'inévitable. Le monde s'est effondré. Marguerite, mon épouse, ma complice, mon amour de 60 ans, allait mourir. Et je ne pouvais rien faire. Juste la tenir, la soutenir, l'accompagner dans cette dernière épreuve. Étienne est venu souvent au début. Il pleurait en voyant sa mère s'affaiblir, maigrir, perdre ses cheveux. Marianne l'accompagnait parfois, mais elle restait toujours en retrait, mal à l'aise, consultant son téléphone dans la salle d'attente de l'hôpital. « Je ne supporte pas les hôpitaux », expliquait-elle. Puis les visites se sont espacées. Un client urgent, un projet qui ne pouvait attendre, Marianne qui n'allait pas bien, toujours une excuse. Marguerite s'en est rendue compte. Étienne a changé depuis qu'il est avec elle. Il est devenu distant, préoccupé, comme s'il calculait constamment quelque chose. Il est amoureux, ma chérie, ça rend égoïste parfois. Non, Henri-Louis, ce n'est pas de l'égoïsme amoureux, c'est autre chose. Fais attention à toi quand je ne serai plus là. Protège-toi, protège notre patrimoine. Ne dis pas ça, tu vas guérir. Non, mon amour, je ne vais pas guérir, et tu le sais. Promets-moi de faire attention. J'ai promis, la gorge serrée. Marguerite est morte un mardi d'octobre 2019, à 4 heures du matin, à l'hôpital Bretonneau de Tours. J'étais seul à son chevet. Je lui tenais la main. Elle a ouvert les yeux, une dernière fois, m'a souri faiblement et a murmuré « Merci pour tout, mon amour. Veille sur toi. » Puis plus rien. Le bip régulier du moniteur cardiaque est devenu un long sifflement continu. Les infirmières sont accourues. Gestes mécaniques, protocole, constatation du décès, condoléances professionnelles.
J'ai appelé Étienne. Il est arrivé 2 heures plus tard sans Marianne. Elle ne supporte pas les hôpitaux, a-t-il répété. Il a pleuré en voyant le corps de sa mère, mais ses larmes m'ont semblé, attendues. Comme s'il jouait le rôle du fils affligé sans vraiment ressentir la perte. Les funérailles ont eu lieu au cimetière de la Salle, par un samedi pluvieux de novembre. 200 personnes sont venues. D'anciens clients du restaurant, des amis, la famille. Marianne était là, en robe noire Chanel, lunettes de soleil même sous la pluie, consultant discrètement son téléphone pendant l'homélie. Après l'enterrement, après le départ des derniers invités, Étienne m'a pris à part dans le salon funéraire. « Papa, tu ne peux pas rester seul dans cette grande maison. À ton âge, c'est dangereux. Et si tu tombes dans l'escalier? Et si tu as un malaise dans la nuit? Marianne et moi, on a réfléchi. On va venir s'installer avec toi. Comme ça, tu seras en sécurité. On pourra s'occuper de toi. » Sur le moment, j'ai été touché. Mon fils s'inquiétait pour moi. Il voulait me protéger, prendre soin de son vieux père. J'étais fragile, endeuillé, vulnérable. J'ai dit oui. Quelle erreur monumentale. Quelle naïveté criminelle. Ils ont emménagé 3 semaines plus tard, en novembre 2019. 2 camions de déménagement, des meubles design incompatibles avec le style classique de la maison, des cartons et des cartons d'affaires. Marianne a immédiatement pris possession de la suite parentale. C'est la plus grande chambre, Henri-Louis. Vous comprenez, Étienne et moi avons besoin d'espace. Vous serez très bien dans la chambre du fond, c'est plus calme, plus adapté pour vous reposer. La chambre du fond, celle que nous utilisions comme débarras. 12 mètres carrés, un lit simple, une armoire branlante. La chambre de bonne, en somme, j'ai protesté mollement, Marianne a insisté fermement. Étienne a détourné le regard, j'ai cédé, parce que j'étais encore en deuil, parce que je n'avais plus la force de me battre, parce que je voulais croire que c'était temporaire. Les premières semaines, tout semblait supportable. Marianne préparait parfois le dîner. Des plats industriels réchauffés, du riz Uncle Ben's, des nuggets de poulet surgelés. Rien à voir avec la vraie cuisine, mais au moins elle faisait un effort. Étienne s'occupait de quelques courses. Il me demandait ce dont j'avais besoin, achetait mes marques préférées. Il passait de temps en temps dans ma chambre pour prendre de mes nouvelles. Mais très vite, l'atmosphère a changé, subtilement d'abord, puis de plus en plus ouvertement. Un matin de décembre 2019, je suis descendu à 6 heures pour préparer mon café. Marianne était déjà dans la cuisine, en peignoir, l'air contrarié. « Henri-Louis, il faut qu'on parle. Vous faites beaucoup trop de bruit le matin. Les portes qui claquent, la machine à café qui gronde, vos pas dans l'escalier. Étienne travaille tard le soir. Il a besoin de dormir. Pourriez-vous être plus discret? Être discret, dans ma propre maison, pour ne pas déranger les gens qui vivaient chez moi gratuitement. Je vais faire attention, Marianne. Et puis, tant qu'on y est, cette habitude de cuisiner tous les jours, c'est vraiment nécessaire? Ça embaume toute la maison, ça nous donne faim, alors qu'on n'a pas toujours envie de manger vos plats lourds et gras. Mes plats lourds et gras, mes créations qui avaient reçu 2 étoiles Michelin. Je cuisine pour moi, Marianne. Vous n'êtes pas obligée de manger ce que je prépare. Justement, c'est un gaspillage. L'électricité du four, le gaz des plaques, l'eau pour la vaisselle. Tout ça coûte cher. Il faudrait penser à économiser. Économiser. Dans ma maison, payée depuis 30 ans. Avec mon argent, mes factures réglées avec ma pension. Février 2020. Marianne a débarqué un soir avec une liasse de documents et son sourire le plus mielleux. Henri-Louis, on a réfléchi avec Étienne. Pour simplifier la gestion de la maison, ce serait plus pratique que vous versiez votre pension sur un compte joint qu'on va créer tous les 3. Comme ça, on paie centralement toutes les charges, électricité, eau, gaz, taxes, nourriture, entretien. Et on vous donnera un peu d'argent de poche chaque semaine, disons 200 €, pour vos petites dépenses personnelles. Ce sera tellement plus simple. Plus besoin de vous embêter avec les factures, les virements, tout ça. On s'occupe de tout.
de l'argent de poche, 200 € par semaine, quand ma pension était de 2850 € par mois et mes loyers de 1400 €, soit 4250 € mensuels dont il voulait me laisser 800 €. J'ai refusé, poliment mais fermement. Je vous remercie, Marianne, mais je préfère gérer mes comptes moi-même. J'ai toujours fait ça, je suis habitué. Son sourire s'est figé. Vous n'avez pas confiance en nous? Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question d'autonomie. Votre autonomie, Henri-Louis, parlons-en. À votre âge, avec vos petits problèmes de mémoire, je n'ai aucun problème de mémoire. Vraiment, parce que la semaine dernière, vous avez oublié de fermer le gaz. Mensonge. Je n'oublie jamais de fermer le gaz. Jamais. 60 ans de métier, des réflexes ancrés dans la moelle. Étienne est intervenu, mal à l'aise. Papa, c'est vraiment plus pratique comme ça. Fais-nous confiance. Non, Étienne, c'est non. Marianne est sortie de la cuisine en claquant la porte. Étienne m'a regardé avec ce mélange de reproches et de résignation qui allait devenir sa marque de fabrique. Les jours suivants, l'ambiance s'est glacée. Marianne ne me parlait plus. Étienne évitait mon regard. Ils s'enfermèrent dans leur chambre, chuchotant des conversations que je n'entendais pas, mais dont je devinais la teneur. Mars 2020, premier confinement dû au Covid-19. Nous nous sommes retrouvés bloqués ensemble dans la maison, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pendant 2 mois, ce fut un enfer. Marianne m'interdisait l'accès au salon. C'est notre espace de télétravail, Henri-Louis. Vous avez votre chambre. Le jardin aussi était devenu leur territoire. On fait du yoga, on a besoin de concentration. Je me retrouvais confiné dans ma chambre minuscule, comme un prisonnier dans sa cellule. Je descendais pour cuisiner, rapidement, entre 2 de leurs visioconférences. Je mangeais seul, dans la cuisine, debout parfois. Un jour, j'ai osé m'installer au salon pour regarder les informations. Marianne est entrée, a éteint la télévision sans un mot et m'a regardé fixement jusqu'à ce que je me lève et parte. Mai 2020, déconfinement. Mais rien n'est revenu à la normale. Un matin, je suis descendu et j'ai trouvé des cartons dans l'entrée. Des cartons contenant mes affaires, mes livres de cuisine, mes photos de famille, mes souvenirs du restaurant. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé à Marianne. « On réorganise les espaces, Henri-Louis. Votre chambre était encombrée. Ce n'est pas sain à votre âge. On a fait du tri. Les choses utiles sont dans les cartons. Le reste, on l'a jeté. » Jeté. Dans les containers à l'extérieur. Le camion de collecte passe demain. Je me suis précipité dehors. 3 grands sacs poubelles noirs. Je les ai ouverts, le cœur battant. À l'intérieur, des photos de Marguerite et moi le jour de notre mariage. Le tablier de cuisine que portait Émile Rousseau, mon mentor, et qu'il m'avait offert le jour de mon départ. Les premières critiques du faisan doré, encadrées. Le diplôme de mes 2 étoiles Michelin. Des dizaines de livres de recettes annotés de ma main. Toute ma vie professionnelle. Jetée comme un déchet. J'ai tout récupéré, tremblant de rage et de chagrin. J'ai remonté les sacs dans ma chambre. Marianne m'a regardé faire avec un sourire narquois. Vous voyez, Henri-Louis, c'est exactement ce que je disais. Vous accumulez. À votre âge, il faut savoir lâcher prise, se détacher du matériel. Se détacher de mes souvenirs, de ma vie, de mon identité. C'est là, je crois, que quelque chose s'est brisé définitivement en moi, ou plutôt que quelque chose s'est réveillé. Une lucidité froide, une détermination que je croyais éteinte. Il ne me respectait pas, il ne m'aimait pas. Il me tolérait en attendant que je meure pour hériter, et il était temps que je réagisse. Juin 2020, j'ai commencé à observer, vraiment observer, leurs habitudes, leurs conversations, leurs gestes. Je notais mentalement, dans un petit carnet que je gardais caché sous mon matelas. J'ai remarqué que Marianne recevait des colis presque tous les jours, des vêtements de luxe, marques haut de gamme, Hermès, Louis Vuitton, Chanel. Des centaines, parfois des milliers d'euros par commande. J'ai remarqué qu'Étienne consultait souvent des sites de paris sportifs sur son ordinateur.
J'ai remarqué qu'il sortait dîner au restaurant 2, 3 fois par semaine. Des établissements gastronomiques, 150, 200 € par soirée. D'où venait l'argent? Étienne gagnait correctement sa vie, certes, mais pas assez pour ce train de vie. Marianne ne travaillait plus depuis son arrivée à Tours, officiellement en reconversion professionnelle. Juillet 2020, j'ai trouvé la réponse par hasard. En rangeant le courrier sur le buffet de l'entrée, une enveloppe est tombée. Une lettre de la caisse d'épargne, adressée à Étienne, ouverte. Je n'aurais pas dû la lire, mais je l'ai fait. C'était un relevé de compte. Un compte épargne que Marguerite avait ouvert au nom d'Étienne en 1990 pour ses 25 ans, et sur lequel nous versions régulièrement de l'argent. Un compte dont j'étais co-titulaire, que je consultais rarement. Solde au 1er janvier 2020, 38 750 €. Solde au 1er juillet 2020, 7 200 €. 31 000 €, disparus en 6 mois. J'ai vérifié les mouvements. Des retraits réguliers. 5 000 ici, 3 000 là, 2 000 ailleurs. Toujours en dessous du seuil de 10 000 € qui aurait déclenché un signalement automatique. Étienne avait vidé le compte, sans me demander, sans me prévenir. C'était son compte, certes, mais j'étais co-titulaire. Et surtout, c'était l'argent que sa mère et moi avions mis de côté pour lui, pour son avenir, pour un projet important. Pas pour financer les caprices de Marianne et ses paris perdants. J'ai confronté Étienne le soir même. Ce compte épargne, tu l'as vidé. Il a pâli. Papa, j'en avais besoin. Des investissements professionnels, du matériel informatique. 31 000 € de matériel informatique et des formations pour me perfectionner. Mensonge. Je le voyais dans ses yeux, dans sa façon de bafouiller. C'est pour Marianne, pour ses vêtements, pour vos restaurants. Non, enfin, papa, on a le droit de profiter un peu de la vie, non? Cet argent, il était à moi de toute façon. Cet argent était pour ton avenir, pour acheter un bien immobilier, créer ton entreprise, quelque chose de solide, pas pour le claquer en futilité. Mais futilité, comme tu dis, c'est ma vie. Et puis, soyons honnêtes, papa, tu as largement les moyens. Tu as cette maison qui vaut une fortune, tes appartements, ta pension confortable. Nous, on galère. C'est normal que tu nous aides. Que je les aide. En les logeant gratuitement dans ma maison de 850 000 €, en payant toutes les charges, la nourriture, l'entretien, pendant qu'ils claquaient des dizaines de milliers d'euros en superflu. Si tu galères tant que ça, Étienne, trouve un vrai emploi, un CDI, un salaire fixe. Le salariat, c'est l'esclavage moderne, papa. Tu ne peux pas comprendre, tu es d'une autre génération. L'esclavage moderne. Le garçon qui avait grandi dans le confort, qui n'avait jamais manqué de rien, qui avait fait les meilleures écoles, me parlait d'esclavage. Cette conversation n'a mené nulle part. Étienne s'est braqué. Marianne, qui avait écouté derrière la porte, est entrée en furie. Vous êtes égoïste, Henri-Louis. Vous gardez tout pour vous pendant que votre fils se bat pour survivre. Vous avez des millions qui dorment et vous refusez de l'aider. Des millions. Comment savait-elle? Je n'avais jamais parlé de l'ampleur de mon patrimoine à Étienne. Je n'ai pas de millions, Marianne. Menteur! On a vu les lettres de votre notaire. Cette maison vaut au moins 800 000 €. Vos appartements pareils, sans compter vos placements, vos assurances-vie. Ils avaient fouillé dans mes papiers, violé mon intimité, calculé mon patrimoine. Sortez de cette pièce, Marianne. Quoi? J'ai dit, sortez. Cette conversation ne vous concerne pas. Tout ce qui touche à l'argent dans cette famille me concerne. Je suis la femme de votre fils. Vous êtes une invitée dans ma maison et vous venez de dépasser les limites. Le silence qui a suivi était chargé d'électricité. Marianne me fixait, les poings serrés, le visage écarlate. Étienne regardait ailleurs, lâche comme toujours. Finalement, elle a craché « Un jour, vieux débris, cette maison sera à nous. Et ce jour-là, c'est vous qui dégagerez. » Elle est sortie en claquant la porte. Étienne l'a suivie sans un mot, sans un regard pour moi. Cette nuit-là, allongé sur mon lit étroit dans ma chambre minuscule, j'ai pris une décision. J'allais me protéger, juridiquement, financièrement, émotionnellement.
Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Beaumont, mon notaire. « Pierre, j'ai besoin de vous voir. Rapidement et discrètement. »« Bien sûr, Henri-Louis. Demain, 15 heures, à l'étude ? » ?»« Parfait. » Le rendez-vous a duré 3 heures. J'ai tout expliqué à Maître Beaumont. La situation, les abus, les menaces, les vols déguisés. Il m'a écouté attentivement, prenant des notes. « Henri-Louis, vous êtes dans une situation que je vois malheureusement de plus en plus souvent. Des enfants qui profitent de leurs parents âgés, qui les dépouillent progressivement. Il faut agir, et vite. » « Que me conseillez-vous ? » ?»« Plusieurs choses. D'abord, sécurisez votre patrimoine. Créez une SCI pour les appartements, vous seul, comme gérant. Modifiez les bénéficiaires de votre assurance vie. Rédigez un nouveau testament, parfaitement blindé. Ensuite, documentez tous les abus. Photos, enregistrements si possible, témoignages. Construire un dossier juridique solide. Et pour la maison, c'est plus délicat. Tant qu'Étienne vit ici, vous ne pouvez pas l'expulser facilement. C'est votre fils. Par contre, vous pouvez prendre des mesures préventives. Une donation avec réserve d'usufruit à une fondation, par exemple. Comme ça, à votre mort, la maison n'ira pas à Étienne, mais à l'organisme que vous aurez choisi. Et surtout, faites-vous établir un certificat médical complet attestant de votre pleine capacité mentale. Parce que si j'ai bien compris, il pourrait essayer de vous faire passer pour sénile. Exactement. Maître Beaumont avait tout compris. Nous avons passé les semaines suivantes à tout mettre en place, discrètement, méticuleusement. Chaque signature, chaque document, chaque démarche était une pierre de plus dans la forteresse que je construisais autour de ma dignité et de mon patrimoine. Parallèlement, j'ai consulté le docteur Girard, mon médecin depuis 30 ans. Je lui ai expliqué la situation. Il a été catégorique. « Henri-Louis, je vais vous faire passer tous les tests cognitifs existants. Mini mental state, test de l'horloge, évaluation gériatrique complète. Et je vous établirai un certificat médical détaillé, daté, signé, cacheté. Si quelqu'un essaie de vous faire passer pour incapable, ce document le ridiculisera. » Les tests ont duré 2 heures. Résultat, performance cognitive excellente pour mon âge, mémoire intacte, raisonnement logique parfait, capacité de jugement préservée. Vous êtes plus lucide que la moitié de mes patients de 50 ans, Henri-Louis, a souri le docteur Girard en me tendant le certificat. J'avais mes munitions. Restait à attendre le bon moment pour les utiliser. Ce moment est arrivé plus tôt que prévu. En juillet 2023, 2 ans après le début de mon observation. Cette nuit-là, je ne dormais pas. Insomnie, comme souvent. Je suis descendu vers 2 heures du matin pour me préparer une tisane. En passant devant le bureau d'Étienne, j'ai entendu des voix. Ils discutaient, croyant que je dormais profondément à l'étage. Je me suis arrêté. J'ai écouté. Et ce que j'ai entendu a confirmé mes pires craintes. « On ne peut pas continuer comme ça éternellement », disait Marianne avec cette voix agacée que je connaissais si bien. « Ton père va vivre jusqu'à 100 ans. Il est solide comme un roc. Pendant ce temps, on est coincé ici, à le supporter, à marcher sur des œufs. C'est insupportable. Je sais, ma chérie. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est mon père. Justement, c'est ton père et c'est toi son seul héritier. Cette maison vaut une fortune, les appartements aussi. Et il a certainement de l'épargne qu'on ne connaît pas. On pourrait avoir une vraie vie, Étienne, voyager, s'installer à Paris, je pourrais relancer ma carrière dans une vraie agence. Marianne, je ne vais quand même pas. Je ne te demande pas de le tuer, crétin. Je te demande de réfléchir intelligemment. Il y a des solutions légales. Une tutelle, par exemple, pour personnes vulnérables. On fait constater par un médecin qu'il n'est plus en état de gérer ses affaires. Difficultés cognitives, début d'Alzheimer, ce genre de choses. Ensuite, tu es nommé tuteur et tu gères tout. La maison, l'argent, les décisions. Il n'a pas Alzheimer, Marianne. Il est parfaitement lucide. C'est une question de présentation, mon chéri. Je connais un médecin, le docteur Renard, un ancien client de mon agence. Il est très arrangeant pour ce genre de démarche,
quelques consultations bien orientées, un rapport médical circonstancié, et hop. Ensuite, on peut même envisager un placement en EHPAD. Il y en a un très correct à Saint-Cyr-sur-Loire, le Clos des Roses. 3200 € par mois, certes, mais avec sa pension et la vente d'un appartement, c'est largement finançable. Tu veux mettre mon père en maison de retraite? Je veux qu'on récupère notre vie. On a 48 et 38 ans, Étienne. On mérite de profiter. Cette maison devrait être à nous. Cet argent devrait nous servir maintenant, pas dans 10 ou 15 ans quand on sera trop vieux pour en profiter. Le silence qui a suivi a duré une éternité. J'attendais, j'espérais, qu'Étienne refuse catégoriquement, qu'il défende son père, qu'il envoie promener sa femme et ses plans sordides. Mais la réponse est venue, faible, honteuse. Laisse-moi réfléchir. Pas non, pas jamais, juste laisse-moi réfléchir. Mon fils envisageait de me voler ma liberté, de me faire passer pour fou, de m'enfermer dans une institution, pour l'argent. Je suis remonté dans ma chambre sans faire de bruit, ma tisane oubliée. Je me suis assis sur mon lit et je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Mais ce n'était pas de la tristesse que je ressentais, c'était une détermination glaciale. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec Maître Fontaine, l'avocate spécialisée en droit des successions que m'avait recommandé Maître Beaumont. Je lui ai tout raconté. Monsieur Montreval, nous allons construire un dossier en béton. Mais j'ai besoin de preuves, des enregistrements, si possible. Comment? Je ne suis pas expert en technologie. C'est très simple. Il existe des petits enregistreurs vocaux numériques, discrets, efficaces. Légalement, en France, vous avez le droit d'enregistrer une conversation à laquelle vous participez, même à l'insu des autres. Article 226.1 du Code pénal. Le jour même, avec l'aide de Philippe Mercier, mon ancien sous-chef devenu ami fidèle, j'ai acheté un petit enregistreur vocal. Minuscule. Je pouvais le garder dans la poche de ma veste sans que personne ne le remarque. Et j'ai commencé à documenter chaque humiliation, chaque manipulation, chaque tentative de me dépouiller. Septembre 2023. Marianne a voulu réorganiser ma chambre. Elle est entrée sans frapper, avec des sacs poubelles. « Henri-Louis, on va faire du tri. À votre âge, il faut simplifier, désencombrer. » Mon enregistreur tournait. « Marianne, ce sont mes affaires. J'aimerais que vous me laissiez gérer moi-même. Vous ne savez plus gérer, Henri-Louis. Regardez ce bazar, ces vieux livres inutiles, ces photos partout, ces souvenirs qui ne servent à rien. » Elle a commencé à jeter mes livres de cuisine dans un sac. Des éditions originales, des ouvrages annotés de ma main. « Arrêtez, s'il vous plaît. »« Non, Henri-Louis, c'est pour votre bien. » Étienne était là, dans l'encadrement de la porte. Il regardait sa femme vider ma vie sans dire un mot. « Étienne, tu la laisses faire ?» Il a haussé les épaules. « Papa, elle a raison. Tu gardes trop de choses, c'est pas sain. » Tout enregistré. Chaque mot, chaque silence complice. Novembre 2023. Ils ont organisé un dîner pour 8 personnes, des amis parisiens de Marianne. Elle m'a convoqué dans la cuisine, l'enregistreur dans ma poche. « Henri-Louis, samedi soir, on reçoit des amis. Ce serait bien que vous mangiez dans votre chambre. Nos invités ne vous connaissent pas et franchement, les conversations vont vous ennuyer. C'est mieux pour tout le monde. C'est ma maison, Marianne, je mangerai où je veux. » Votre maison. Vous plaisantez? Étienne et moi vivons ici, on paye les factures. Vous ne payez rien du tout. Toutes les charges sont sur mon compte. Parce que vous nous empêchez de contribuer. On a proposé 100 fois de participer. Mensonge total. Jamais il n'avait proposé quoi que ce soit. Le samedi soir, je suis resté dans ma chambre. J'ai entendu leur rire, leur conversation bruyante, le cliquetis de mes verres en cristal. Ils ont utilisé mon plus beau service, mes assiettes de Limoges, mes couverts en argent massif, sans me demander, sans me remercier. Le lendemain, en nettoyant, j'ai découvert qu'un verre était cassé, un baccarat qui valait au moins 200 €. Marianne, le verre en cristal est cassé. Ah oui, un accident, ça arrive. C'était un baccarat, de mon service de mariage.
Henri-Louis, franchement, à votre âge, vous devriez relativiser. C'est juste un verre. On n'emporte rien dans la tombe. Juste un verre. Un morceau de mon histoire avec Marguerite, réduit à juste un verre. Décembre 2023. Marianne a commencé à parler ouvertement du docteur Renard. Henri-Louis, vous devriez consulter un gériatre. C'est important à votre âge. Le docteur Renard est excellent. Il s'occupe spécifiquement des personnes âgées. Je vous ai pris rendez-vous pour mardi prochain. Enregistreur allumé. Je n'ai pas besoin de gériatre, Marianne. J'ai mon médecin traitant. Le docteur Girard est gentil, mais il n'est pas spécialisé. Le docteur Renard fera un bilan complet. C'est important pour votre sécurité. Pour ma mise sous tutelle, oui. Je refuse. Vous refusez de prendre soin de votre santé? Étienne, tu entends ça? Étienne a soupiré. Papa, fais-le. Pour nous rassurer. Pour les rassurer. Ou pour leur fournir le certificat médical bidon dont ils avaient besoin. Finalement, j'ai accepté, sachant exactement ce qui se tramait. Le rendez-vous était fixé au 15 janvier 2024. Le docteur Renard était exactement ce que j'imaginais. Cabinet privé luxueux dans le quartier Gramont. 55 ans, costume 3 pièces, sourire professionnel un peu trop large. Mon enregistreur tournait dans ma poche. La consultation a duré 45 minutes. Des questions orientées, biaisées, conçues pour me faire dire que j'étais confus, perdu, incapable. Monsieur Montreval, quel jour sommes-nous? Mardi 15 janvier 2024. Et quel âge avez-vous? 86 ans. Vous vivez seul? Non, avec mon fils et ma belle-fille. Et qui gère vos comptes, vos factures? Moi-même. Vraiment? Vous êtes sûr? Parce que Madame Lescure m'a expliqué que vous aviez parfois des difficultés. Madame Lescure se trompe. Je gère mes affaires parfaitement. Il a pris des notes, l'air dubitatif. Vous arrive-t-il d'oublier des choses? De ne plus savoir où vous êtes? Jamais. Votre famille s'inquiète pour vous. Ma famille s'inquiète surtout pour mon patrimoine. Il a relevé les yeux, surpris. Que voulez-vous dire? Exactement ce que je dis, docteur. Je ne suis pas sénile. Je sais parfaitement ce qui se passe et je sais pourquoi je suis ici. Le reste de la consultation a été tendu. À la fin, il m'a serré la main avec un sourire crispé. Je vais faire un rapport complet pour votre famille, monsieur Montreval. Faites donc, docteur. Faites donc. 2 semaines plus tard, Marianne a reçu le rapport. Je n'en ai jamais vu le contenu officiel, mais j'imagine aisément. Monsieur Montreval présente des signes de confusion, de troubles de la mémoire, de difficultés à gérer ses affaires courantes. Un placement sous protection juridique serait souhaitable. Sauf que ce rapport n'avait aucune valeur face au certificat du docteur Girard, établi par mon médecin traitant de 30 ans, avec tests complets à l'appui. Mars 2024. Les choses se sont accélérées. Marianne a trouvé un prétexte pour fouiller mon bureau. Elle cherchait mes papiers, mes relevés bancaires, mes documents d'assurance vie. Elle ne les a pas trouvés, parce que tout était chez Maître Beaumont, en sécurité. Sa frustration était palpable. Avril 2024. Étienne m'a annoncé qu'ils allaient rénover la maison. « Papa, cette maison est vieille. Il faut la moderniser pour qu'elle garde sa valeur. On va faire des travaux importants. Réfection de la toiture, changement des fenêtres, rénovation de la cuisine et des salles de bain. Ça va coûter cher dans les 150 000 €, mais c'est un investissement. 150 000 € de travaux, dans ma maison, sans mon autorisation. Et qui va payer ces travaux? Ben, toi, papa, c'est ta maison. Justement, c'est ma maison, et je ne veux pas de travaux. Tu ne peux pas rester dans le passé, cette baraque tombe en ruine. Ma baraque était parfaitement entretenue. Toiture refaite en 2015, fenêtres changées en 2018. Cuisine et salle de bain rénovées en 2020. Non, Étienne, pas de travaux. On va les faire quand même, pour ton bien. Pour mon bien. Ou pour me déloger temporairement, me placer quelque part pendant les travaux et ne jamais me laisser revenir. C'est à ce moment-là, en avril 2024, que j'ai su qu'il était temps d'agir, que je ne pouvais plus attendre,
qu'ils allaient passer à l'action et que je devais les devancer. J'ai convoqué une réunion avec maître Beaumont et maître Fontaine. Nous avons finalisé tous les documents. La donation avec réserve d'usufruit à la Fondation de France, le Nouveau Testament, les changements de bénéficiaires, la constitution du dossier juridique avec tous les enregistrements transcrits et certifiés. Tout était prêt. J'attendais juste le déclencheur. Le moment où il franchirait la ligne rouge une dernière fois. Ce moment est arrivé ce dimanche de Pâques 2025. Quand Marianne a ri de mon agneau, quand Étienne m'a demandé de quitter ma propre table, quand j'ai compris que je n'étais plus qu'un obstacle à éliminer. Le lendemain, lundi de Pâques, je me suis levé très tôt. J'ai enfilé mon plus beau costume, celui en laine grise que je portais aux grandes occasions du restaurant. Je me suis fait raser chez le coiffeur. J'ai pris un taxi jusqu'à l'étude de maître Beaumont. « Pierre, on y va, aujourd'hui. » Il a souri. J'attendais ce moment, Henri-Louis. Tout est prêt. À 11 heures, tous les documents étaient signés. La donation était enregistrée, irréversible. La maison, les appartements, tout était protégé. À 14 heures, maître Dupuis, huissier de justice, s'est présenté aux 24 rues nationales. Étienne et Marianne étaient là, surpris par cette visite inattendue. « Monsieur Montreval, pourriez-vous confirmer votre identité complète ?» J'ai décliné mon état civil d'une voix claire et ferme. Étienne et Marianne me regardaient, interloqués. La suite, vous la connaissez. La notification de la donation, l'annonce de l'assignation en justice pour tentative d'escroquerie, la notification d'expulsion, leur visage, la stupéfaction, la rage, l'incrédulité. « Papa, qu'est-ce que tu as fait ?» Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, Étienne, me protéger de toi, de ta femme, de votre cupidité. Les semaines qui ont suivi ont été tendues, mais libératrices. Marianne ne m'adressait plus la parole, ce qui était un soulagement. Étienne oscillait entre la colère froide et les tentatives pathétiques de réconciliation. Ils ont essayé de faire annuler la donation. Leur avocat a plaidé l'influence indue, la captation d'héritage, la donation déguisée. Maître Beaumont les a pulvérisés avec les certificats médicaux, les enregistrements, les témoignages. Le juge a été cinglant dans sa décision, rendue en mai 2025. Il apparaît clairement que M. Henri-Louis Montreval, loin d'être une personne vulnérable manipulée, a fait preuve d'une lucidité et d'une anticipation remarquables face aux manœuvres frauduleuses de son fils et de sa belle-fille. La donation contestée est parfaitement valide et répond à une volonté clairement exprimée de protéger son patrimoine contre des héritiers indignes. Demande rejetée. Le procès pénal a eu lieu en septembre 2025. La salle d'audience était pleine. J'ai témoigné calmement, factuellement. Les enregistrements ont été diffusés. Entendre la voix de Marianne, planifier ma mise sous tutelle, entendre Étienne acquiescer a créé un malaise palpable. Le procureur a été impitoyable dans son réquisitoire. Ce que nous voyons ici, mesdames et messieurs, c'est la pire forme de trahison familiale. Des enfants qui, non contents de vivre gratuitement chez leurs parents âgés, planifient méthodiquement de le déposséder de sa liberté et de ses biens. L'usage d'un médecin complaisant, la falsification de certificats médicaux, la recherche d'un établissement pour l'y placer contre son gré, tout cela dans l'unique but de s'enrichir. Heureusement, M. Montreval a eu la présence d'esprit, le courage et les ressources pour se protéger. Je requiers 8 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende pour M. Montreval fils, 1 an avec sursis et 8 000 € d'amende pour Mme Lescure, ainsi qu'une interdiction de contact pendant 5 ans. Le verdict est tombé en octobre 2025, conforme aux réquisitions. Étienne et Marianne ont fait appel. La Cour d'appel d'Orléans a confirmé le jugement en janvier 2026, aggravant même légèrement les peines et les dommages et intérêts. Ils ont quitté la maison fin novembre 2025. Je les ai regardés charger leurs affaires dans un camion de déménagement. Étienne a eu un dernier regard vers moi, un mélange de honte, de rage, de regret peut-être. Je n'ai rien dit. Qu'aurais-je pu dire ? Bonne chance ?
Prends soin de toi. Ce serait hypocrite. Il est monté dans le camion. Marianne n'a même pas regardé dans ma direction. Et ils sont partis. La porte s'est refermée sur 48 ans de relation père-fils, sur 60 ans d'espoir et de sacrifice, sur tout ce que j'avais construit pour lui et qu'il avait gâché par cupidité. Aujourd'hui, en ce 19 janvier 2026, je vis seul dans ma maison. Enfin, pas totalement seul. Philippe Mercier, mon ancien sous-chef, vient déjeuner avec moi 2 fois par semaine. Nous cuisinons ensemble, comme au bon vieux temps du faisan doré. Nous parlons de cuisine, de technique, de souvenirs. Il a 80 ans, moi 87. Nous sommes 2 vieux chefs qui refusent de lâcher leur passion. La semaine dernière, nous avons préparé une blanquette de veau. La vraie à l'ancienne, avec le bouillon préparé la veille, les légumes coupés au bon calibre, la sauce liée au jaune d'œuf et à la crème. 4 heures de travail. Pour 2 personnes, un délice absolu. Maître Beaumont passe prendre le café de temps en temps. Il me raconte les derniers potins juridiques de Tours, me tient au courant de la gestion de ma SCI, me conseille sur les placements. Le docteur Girard me rend visite régulièrement, plus en ami qu'en médecin. Nous jouons aux échecs. Il perd souvent. Il prétend que c'est exprès pour me faire plaisir. Je sais que c'est faux, et ça me ravit. J'ai réorganisé ma vie selon mes désirs, mes besoins, mon rythme. Je dors dans la suite parentale, celle que Marguerite et moi avions aménagée. J'ai remis nos photos partout. Son parfum est encore dans l'armoire. Je le respire parfois, fermant les yeux, me souvenant. Le jardin est redevenu mon sanctuaire. Je cultive mes légumes, mes herbes aromatiques, mes fraisiers. Chaque matin, je prends mon café sur la terrasse, regardant la Loire couler tranquillement. C'est simple, c'est paisible, c'est suffisant. Ma maison restera à mon nom en usufruit jusqu'à ma mort. Ensuite, elle ira à la Fondation de France, section aide aux personnes âgées démunies. Elle servira, j'espère, à aider d'autres vieux à ne pas subir ce que j'ai subi, à garder leur dignité, leur liberté, leur maison, mes appartements aussi. Mon assurance vie et mes placements sont répartis. Et 40% à la Fondation de France, 30% à l'Association des chefs cuisiniers retraités que j'ai découverte et qui fait un travail formidable, 20% au service de soins palliatifs de l'hôpital Bretonneau qui s'est si bien occupé de Marguerite, et 10% à Philippe, mon fidèle ami. Étienne aura sa réserve héréditaire comme le prévoit la loi française, environ 15 000 € selon les calculs de Maître Beaumont. De quoi payer ses dettes de jeu peut-être. Rien de plus. Est-ce que j'ai des regrets? Oui, des tonnes. Je regrette de ne pas avoir vu plus tôt qui était vraiment devenu mon fils, de m'être aveuglé pendant des années sur sa faiblesse de caractère, sa lâcheté, sa cupidité. Je regrette de lui avoir tout donné, sans jamais rien exiger en retour. L'amour inconditionnel, peut-être, ce n'est pas toujours la meilleure éducation. Je regrette que Marguerite soit partie avant de voir tout ça. Ou au contraire, je suis soulagé qu'elle soit partie sans voir ça. Elle en serait morte de chagrin. La nuit, parfois, je pense à ce petit garçon qui courait dans le jardin, qui me montrait fièrement ses dessins d'école, qui voulait être chef cuisinier comme papa, et je me demande où j'ai échoué. À quel moment le chemin s'est-il tordu? Quelle erreur ai-je commise dans son éducation? Trop d'amour, trop de facilité, pas assez de limites, pas assez de non? Je ne sais pas. Je ne saurai jamais. Mais alors je me souviens du rire de Marianne, du regard détourné d'Étienne, des mots « vous ne faites que gêner ». Et je sais que j'ai fait le bon choix, parce que certaines trahisons sont inexpiables, parce que certaines blessures ne guérissent jamais, parce que la dignité, à 87 ans, vaut tous les fils du monde. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une lettre d'Étienne, une longue lettre manuscrite, 6 pages d'écriture serrée. Il s'excusait. Il disait qu'il avait tout gâché, qu'il s'était laissé manipuler par Marianne, qu'il regrettait, qu'il voulait me revoir, reconstruire notre relation, qu'il avait divorcé, que Marianne était partie vivre à Paris avec un homme plus riche, un investisseur qu'elle avait rencontré durant le procès. Papa, je sais que je ne mérite pas ton pardon,
Mais je voudrais au moins te parler, t'expliquer, te dire que je t'aime, même si je l'ai montré de la pire façon qui soit. Tu es mon père, je suis ton fils. Ça ne peut pas se terminer comme ça. J'ai lu cette lettre 3 fois, puis je l'ai posée sur la table de la cuisine, à côté de la photo de Marguerite prise dans ce même jardin il y a 30 ans. Elle souriait, heureuse, insouciante, aimée. « Qu'est-ce que tu en penses, ma chérie ?» ai-je murmuré à la photo. Le silence de la maison m'a répondu. J'ai pris la lettre. Je l'ai rangée dans un tiroir, sans y répondre. Pas par cruauté, pas par vengeance, simplement parce que je ne sais pas quoi dire. Le pardon, c'est beau en théorie, c'est noble, généreux, libérateur. Mais certaines trahisons creusent des gouffres qu'aucun pont ne peut franchir. Peut-être qu'un jour, je répondrai à cette lettre. Peut-être que je proposerai un café, une conversation, une tentative de compréhension. Peut-être, mais pas aujourd'hui, pas maintenant. Aujourd'hui, je choisis la paix, la sérénité, la dignité reconquise. Je choisis mes matins tranquilles, avec vue sur la Loire, mes déjeuners avec Philippe, mes échecs avec le docteur Girard, mon jardin qui renaît à chaque printemps. Je choisis de vivre mes dernières années pour moi, sans peur, sans humiliation, sans avoir à quêter du respect dans ma propre maison. Parce que j'ai 87 ans et que j'ai enfin compris quelque chose de fondamental. On n'est jamais trop vieux pour se battre pour sa dignité. On n'est jamais trop vieux pour dire non. On n'est jamais trop vieux pour recommencer. Ce dimanche de Pâques 2025, quand j'ai été chassé de ma propre table, j'ai cru toucher le fond de l'humiliation. En réalité, c'était le début de ma libération. Parce qu'en acceptant cette humiliation en silence, j'ai pu voir la vérité en face. Et en voyant la vérité, j'ai pu agir. Mon gigot d'agneau était parfait ce jour-là. 7 heures de cuisson exactement comme il fallait. La viande fondait. Les épices étaient équilibrées. Les légumes sublimés. Marianne n'y connaissait rien. Mais ce n'était pas le problème. Le problème, c'était le mépris, l'arrogance, la certitude qu'un vieil homme de 87 ans ne pouvait plus se défendre. Ils se sont trompés. Et maintenant, ils le savent. Hier, j'ai préparé un nouveau gigot d'agneau, pour Philippe et moi. 7 heures de cuisson. Parfait. Nous l'avons savouré avec un Chinon 2015, en parlant de l'ancien temps, en riant de nos souvenirs de brigade. C'était délicieux, c'était joyeux, c'était libre. Et ce soir, en me couchant dans mon lit, dans ma chambre, dans ma maison, je me suis dit quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Je suis heureux. Pas d'un bonheur éclatant, non. D'un bonheur tranquille. Celui d'un homme qui a livré son dernier combat et qui l'a gagné. Celui d'un père qui a perdu son fils, mais qui a retrouvé sa dignité. Et entre les deux, je sais ce que j'ai choisi. Je sais ce qui compte vraiment. Voilà mon histoire. L'histoire d'un vieil homme qu'on croyait fini, diminué, exploitable, et qui a prouvé qu'à 87 ans, on peut encore avoir de la ressource, de la volonté, et surtout le dernier mot. Si cette histoire vous a touché, si vous avez un parent âgé autour de vous, prenez le temps de l'écouter vraiment, de le respecter, pas pour son argent, pas pour son héritage futur, mais pour ce qu'il est, pour ce qu'il a accompli, pour l'amour qu'il vous a donné. Parce que le jour où vous réalisez que vous l'avez perdu, il est souvent trop tard. Et contrairement à un plat manqué, une relation familiale brisée ne se refait pas. Moi, Henri-Louis Montreval, ancien chef doublement étoilé au guide Michelin, veuf aimant, père trahi, j'ai fait mon choix. J'ai choisi la dignité plutôt que l'humiliation, la justice plutôt que la résignation, la solitude paisible plutôt que la compagnie toxique. Et chaque matin, quand je me réveille dans ma chambre, dans ma maison, libre et respecté, je me dis que j'ai bien fait. Même si mon gigot de Pâques n'a jamais été apprécié à sa juste valeur par ceux qui auraient dû. Parce qu'au final, ce n'était pas le gigot qui comptait, c'était le respect, la dignité, l'amour véritable. Et ça, aucune étoile Michelin, aucun patrimoine, aucun héritage ne peut le remplacer.
Vous avez aimé cette histoire de dignité retrouvée et de justice familiale. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et de vous abonner à la chaîne Histoire de Père pour plus de récits authentiques et émouvants. Dites-moi dans les commentaires, pensez-vous qu'Henri Louis a eu raison d'aller jusqu'au bout? De quelle ville de France nous écoutez-vous? Avez-vous vécu une situation similaire dans votre famille? Et souvenez-vous, le respect n'a pas d'âge et la dignité n'a pas de prix. Une famille qui ne vous aime que pour votre argent n'est pas une vraie famille. Prenez soin de vos aînés, écoutez-les, respectez-les, pas pour ce qu'ils possèdent, mais pour ce qu'ils sont. À très bientôt pour une nouvelle histoire, et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez vraiment. Un grand merci de votre fidélité et n'oubliez pas, la meilleure revanche, c'est celle qui se prépare avec soin, patience et lucidité, comme un bon plat, comme un gigot de 7 heures. À bientôt.